Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel, une émission dédiée à la promotion de la relation France-Maroc et surtout de traiter les dossiers d'actualité. Pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Raconte-moi le vieil empire et le trait de mes yeux bridés qui disent mieux que moi ce que tu n'oses dire. Je ne sais de toi que des images de la guerre, un film de Coppola, des hélicoptères en colère. Un jour, j'irai là-bas. Un jour, dire bonjour à ton âme. Un jour, j'irai là-bas. Dire bonjour, Vietnam. Mesdames et messieurs, retour à l'antenne et bien entendu, nous sommes en direct avec notre professeur Nian Theissen. Bonjour professeur. Bonjour et bonjour à tout le monde en France et ailleurs. Bienvenue à l'émission Arc-en-Ciel et nous sommes heureux de vous avoir parmi nous parce que c'est à travers vous, nous souhaitons transmettre nos sincères salutations à l'ensemble de la communauté de l'Asie-Pacifique et notamment les Vietnamiens qui sont à l'écoute par rapport à cette émission hebdomadaire de chaque dimanche de 15h30 à 17h30, une émission franco-marocaine dédiée à la promotion aussi de la coopération avec l'Afrique et comme nous l'avons bien signalé, la coopération avec l'Afrique aussi, il peut avoir à notre trajectoire la coopération Asie-Pacifique et l'Afrique. Il faut spécifier que notre professeur diplomate qui a passé un certain temps en Suisse à l'âge de 27 ans et surtout n'est que le neveu du grand général Giap, héros national de l'indépendance nationale au Vietnam, et aussi c'est un cadre financier à Paris et géopolitique, conseiller scientifique et diplomatique de l'Académie de géopolitique de Paris sur l'Asie et l'Afrique, président de la Fondation Interface francophone Paris et conseiller de la rédaction de Francophonie Actualité Paris. Professeur, ma première question, que représente pour vous cette appartenance à un grand général comme le général Giap? Bon, franchement, mon père était le cousin du grand général Giap. Et donc, dans la famille, on s'inspire de son exemple de patriotisme et de vérité. Parce que général Giap nous a dit souvent qu'il ne combattait pas la France des Lumières, la France de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, mais il n'a fait que son devoir de défendre l'indépendance du Vietnam contre l'anti-France, c'est-à-dire la France coloniale et colonialiste. Voilà, c'est la précision que je dois apporter à tous nos auditeurs. Je suis francophone, et mon oncle m'a encouragé dans ce sens-là. Bien entendu, clarification faite. Et ma première question, pourquoi l'Asie-Pacifique s'intéresse-t-il à la coopération en Afrique? L'Asie-Pacifique est composée donc des grands ensembles que vous connaissez bien, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l'Inde, et puis les 10 pays de l'ASEAN, c'est-à-dire de la communauté des pays de l'Asie du Sud-Est. Ces ensembles se sont consolidés, se sont développés, et arrive le moment où elles pensent qu'elles doivent consolider son avance économique, et donc elles doivent penser à la géopolitique. Cela suppose qu'elles s'étendent aussi en Afrique, en Europe et en Amérique.
Et jusqu'à ce jour, la présence de l'Asie-Pacifique n'est pas majeure en Afrique. Et c'est dommage. Et c'est le moment que l'Asie-Pacifique s'intéresse beaucoup à l'Afrique, un continent frère, parce que rappelons-nous que nos deux continents avaient été exploités honteusement par les visées colonialistes et impérialistes jusque dans les années 60. Et depuis, l'Asie a pris sa revanche. Elle a donc connu une croissance économique assez forte. Mais sa place n'est pas encore sûre. Donc, elle doit consolider cette avance en allant chercher des partenaires, des coopérations en Afrique. Voilà le sens de l'intérêt de l'Asie-Pacifique pour l'Afrique. Justement, comme vous l'avez bien cité, professeur, l'Asie-Pacifique c'est une courte période, hein, quand même, il faut l'admettre, ça fait pas trop longtemps après la guerre, a su se développer d'une manière assez phénoménale. Mais ce développement, bien entendu, est fondé sur quelque chose. Et on aimerait bien tout simplement clarifier à notre auditoire quels sont, selon vous, un fin connaisseur de l'Asie-Pacifique, les paramètres qui ont permis à l'Asie de se développer rapidement et d'une manière à impressionner le monde entier. À mon avis, l'Asie a pu se développer beaucoup plus rapidement depuis les années 1970, pour le cas du Japon, de la Corée du Sud, de Taïwan. Et après, c'est à partir des années 90 pour la Chine, un peu modérément, et un peu plus tard, dans les années 1990-2000 en Inde, et actuellement en Asie du Sud-Est. Les deux facteurs qui ont contribué à cette croissance rapide, c'est que l'Asie était en retard sur le plan économique par rapport à l'Europe. Et donc, après la guerre, l'Asie présentait un marché énorme pour le monde et avait besoin d'infrastructures, d'investissements de toutes sortes, de tous les pays du monde. Et donc, les deux besoins se rencontrent. Et malheureusement, pendant encore quelques années, c'est-à-dire jusqu'à les années 1995, l'Asie du Sud-Est était handicapée par la tension et la guerre, mais depuis l'an 2000, tous les pays de l'Asie-Pacifique vont en avant. Bien sûr, actuellement, il y a une tension, mais c'est normal, parce que quand il y a croissance, quand il y a montée en vitesse de croisière en Asie, cela crée des tensions parce que les autres pays comme l'Amérique ou l'Europe voient ça d'un œil inquiétant et cherchent à mieux contrôler cela. Et l'Asie réagit. Dans le cas de la Chine, elle réagit assez agressivement et je crois que une nouvelle vision de la géopolitique dans le monde, un nouvel équilibre doit être recherché pour que s'installe à nouveau l'entente, la paix, la stabilité pour la croissance non seulement de l'Asie, mais de l'Afrique, de l'Europe et des Amériques. Et la paix dans le monde. Justement, professeur, si, oui? si je me suis permis de vous poser cette question parce que c'est une question importante à mes yeux et j'ai fait un petit peu la connexion par rapport à ce que vous venez de le dire, c'est que simplement il y a une forte croissance rapide de l'Asie,
Vous parlez des années 70, vous parlez des années 60. Donc, c'est des pays récemment ont pris l'envolée de la croissance. Et d'autant plus, et c'est ça qui me provoque quelque part pour parler sur ce sujet, il y a des pays africains, arabes et d'autres qui ils ont eu leur indépendance plusieurs années avant et malheureusement sont toujours en retard. Alors moi, ma question, je cherche à savoir, est-ce que c'est le vecteur humain asiatique qui a joué un rôle important pour la croissance rapide, ou bien il y a une motivation idéologique ou autre qui a poussé cette envolée? Il y a sûrement le facteur humain, parce que l'Asie, c'est un continent, un vieux continent, avec des valeurs traditionnelles qui respectent la famille, le travail. Voilà. Bien. Mais ce n'est pas la seule raison. L'Asie, c'est un marché énorme. Et c'est pour ça que sur le plan géostratégique, l'Europe et l'Amérique ont essayé de conquérir l'Asie. C'est pour ça que elles ont beaucoup investi en Asie. Au Japon, en Chine, par exemple. La Chine, elle en est là, grâce à la protection américaine depuis les années 1972. Elle a profité de la paix américaine pour se développer. Le Japon s'est développé sous le parrainage de l'Amérique. La Corée du Sud, c'est pareil. Et Taïwan, c'est pareil. La Thaïlande, c'est aussi le cas. Et actuellement, l'Asie du Sud-Est suit le même chemin. L'Amérique et l'Europe sont les seuls continents qui, actuellement et jusqu'à assez longtemps, contrôlent encore les affaires du monde, tel que je le vois en tant que géostratège et géopolitologue. Et donc, l'Amérique et l'Europe ont cherché à contrôler l'Asie à leur manière. Et ce qui explique pourquoi elles ont beaucoup investi dans cette partie du monde. Seulement, l'Asie devient maintenant des concurrents formidables, redoutables, et c'est pour ça qu'il y a tension. Dans le cas de l'Afrique, je crois qu'il y a le facteur humain aussi, parce que le continent africain n'a pas les pays arabes, c'est-à-dire le Maghreb et le Maghreb, qui sont des pays de vieille culture et d'histoire, qui sont riches sur le plan culturel, historique, humain, mais l'Afrique subsaharienne n'a été que les États de l'Afrique subsaharienne ne sont que des créations coloniales et néocoloniales. Vous voyez? Justement, l'Afrique n'est pas homogène. L'Afrique ne dispose pas des mêmes ressources humaines et culturelles que l'Asie, sauf les pays de civilisation arabe. Justement, c'est une belle introduction par rapport à mes trois questions qui me restent. Bien entendu, donc on parle, puisque vous êtes un francophone, vous défendez la francophonie. Comment vous voyez, ou bien quel rôle peut jouer ce vecteur de la francophonie dans cet intérêt de l'Asie-Pacifique à l'Afrique? La francophonie actuellement est une francophonie économique et géopolitique. Et moi, je milite pour la création, à terme, d'un espace géoculturel mondial, francophone, et d'un espace géoculturel francophone en Asie-Pacifique. La francophonie représente l'avenir, parce que depuis 1972, le nombre de ses composants, de ses membres, a augmenté énormément. De 58 membres, jusqu'à ce jour, 84 membres, y compris
et c'est une surprise, la Corée du Sud, qui n'a rien à voir avec la francophonie historique, culturelle ou linguistique, ou le Japon, qui s'intéresse de plus en plus à l'espace francophone, pas uniquement à la France, mais à l'espace francophone. Et où est-ce que l'avenir de l'espace francophone dans le monde? Moi, je vois l'Europe, c'est-à-dire avec la France et le bloc francophone en Europe. De l'autre côté de l'Atlantique, il y a le Canada francophone, le Québec. Mais le gros du régiment, c'est en Afrique. Alors, d'après les prévisions de l'ONU, il y aurait, à l'horizon de 2050, plus de 650 millions de locuteurs francophones en Afrique, qui représentent donc 3/4 de la francophonie dans le monde. Et quand vous avez une masse démographique aussi énorme, vous comptez énormément en matière géopolitique. Donc je crois que la francophonie est un atout énorme pour l'Afrique. Et surtout, je pense à un pays qui pourrait jouer un rôle important parce qu'il est bien gouverné, il est stable, il est sage et il occupe une position stratégique vraiment sans égale, à savoir le Maroc. Le Maroc est un pays qui a fait un bon choix linguistique qui donne le français une deuxième place primordiale dans son ensemble. Et ensuite, il est donc entouré de l'océan Atlantique à l'ouest, de la Méditerranée au nord, et surtout, il est connecté à l'Afrique francophone subsaharienne, composée plus tard, dans les années 50, de plus de 500 millions de producteurs et consommateurs. Et le Maroc est un pays fidèlement, loyalement et activement francophone. Donc, en attendant que l'Afrique ait une stratégie globale pour la coopération avec l'Asie et avec l'espace francophone de l'Asie, je pense que le Maroc pourrait servir de poisson pilote et montrer le chemin de la coopération Afrique-Asie à travers la francophonie. Vous voyez, au sud du Maroc, c'est le bloc francophone de l'Europe, de l'Afrique occidentale. Donc, le Gabon, le Sénégal, le Congo, c'est des pays riches. Et ensuite, de l'autre côté de l'Afrique, vers l'Est, le Sud-Est, il y a l'Angola, qui est normalement lusophone, mais qui a adhéré à la francophonie. Et ensuite, il y a la grande île, Madagascar, et l'île Maurice. Donc, ces pays-là, francophones, sont des relais nécessaires pour toucher l'Asie-Pacifique francophone, à savoir le bastion de la francophonie en Asie, l'Indochine, le Vietnam, le Cambodge, le Laos et la Thaïlande depuis 2008. Et plus loin vers le nord-est de l'Asie-Pacifique, la Corée du Sud, 8e puissance économique du monde, qui a une francophonie très active et dynamique. Et le Japon aussi, là, du côté de la francophonie aussi. Donc si le Maroc, avec sa bonne gouvernance et sa stratégie intelligente, met en place une coopération active et intelligente via la francophonie avec les pays de l'Asie-Pacifique, en passant par les pays de l'Afrique subsaharienne, ça pourrait créer une dynamique énorme pour la francophonie et en fait une géopolitique, je crois, importante pour
pour l'avenir de l'Asie-Pacifique et de l'Afrique. Professeur, vous avez évoqué l'exemple marocain. Donc, le Royaume du Maroc, c'est un pays, récemment, tout le monde le dit, il y a une ouverture vers l'Afrique, hein, donc l'Afrique du Sud, hein, l'Afrique subsaharienne surtout. Il y a une véritable ouverture qui est très importante avec plusieurs visites de Sa Majesté dans ces pays pour une coopération sud-sud. Maintenant, on parle de l'Asie. Il y a beaucoup de monde qui ne connaissent pas beaucoup de choses sur l'Asie par rapport sauf que les médias reflètent ou bien ce qu'on voit sur Internet. Mais réellement, qu'est-ce qu'elle peut apporter les pays de l'Asie, comme vous l'avez tout à l'heure cité, pour ces pays africains et notamment pour ce pays pilote, comme vous l'avez bien cité, le Maroc, notamment dans le secteur économique et pourquoi pas sur l'aspect culturel. Moi, j'y vois 3 axes. Via le Maroc, par exemple, ou, si c'est possible, bientôt via l'Union africaine. D'abord, en premier lieu, il faut donc une coopération sincère en matière de commerce. L'Afrique a besoin de produits de l'Asie et l'Asie a besoin de beaucoup de ressources minières de l'Afrique. Pétrole, phosphate, les poissons par exemple, dont le Maroc est un meneur pour l'exportation. Ça, c'est la première des choses, le commerce. La Chine est déjà présente. Le Japon y est déjà. La Thaïlande aussi. Et je crois également l'Inde, surtout en Afrique de l'Est. Ensuite, pour nourrir ce mouvement et consolider et approfondir les relations commerciales, il faudrait faire des échanges culturels pour la formation, pour les échanges d'étudiants, d'enseignants, de professeurs, des programmes interuniversitaires à travers la francophonie, à travers, par exemple, l'agence universitaire francophone, par exemple. Pourquoi? Pour tisser un réseau dans la masse de la population, parce que les jeunes et les intellectuels jouent un rôle important dans le renforcement des relations entre les deux continents. Et en troisièmement, même presque parallèlement, il faudrait penser à formuler une coopération vraiment de base, à savoir échanger des idées ou des projets pour un programme d'industrialisation de l'Afrique. Par exemple, l'Afrique a des ressources, mais l'Afrique n'a pas encore beaucoup d'industries. Et l'industrie est importante. Le Japon a, je crois, la bonne idée de développer l'industrie en Afrique. Et le Maroc est bien placé parce que le Maroc a vu aussi dans le secteur automobile et même aéronautique, grâce à la France et à l'Europe, un avenir pour l'industrialisation de l'Afrique. Donc, si l'Asie et l'Afrique concordent ensemble intelligemment un programme d'industrialisation de l'Afrique, à ce moment-là, l'Afrique pourrait prendre son envol dans les 10 à 15 années à venir. J'ai dit à tous mes jeunes étudiants et à tous mes amis diplomates ici à Paris que dans 10 ans, 15 ans, l'Afrique sera le moteur de la croissance de l'économie mondiale. L'Europe est vieille. L'Amérique aussi décline. L'Amérique du Sud n'est pas encore prête. L'Asie aussi a brûlé ses ressources et ses chances. C'est la roue qui tourne. Donc le relais de la croissance du monde sera
en Afrique dans 10 à 15 ans, pour deux raisons. La démographie africaine est très dynamique. D'ici 15 ans, l'Afrique dépassera 1,5 milliard d'habitants, donc 700 millions de francophones, et le développement économique, la croissance et la consommation seront en Afrique, ce qui créera un mouvement d'investissement au monde, d'échange d'or et de coopération contrôle avec l'américano-européen, tous les pays du monde. Et je suis commencé par, mais je parle en tant que ceux qui cherchent des partenaires pour la croissance, en tant que national et d'aucun pays équilibré. Je vois l'intérêt de l'Afrique du point de vue scientifique, géopolitique. Je ne suis pas nationaliste. Justement, Okay? justement, professeur, vous êtes un géopolitologue et vous avez évoqué tout à l'heure un mot qui m'a interpellé. Vous avez dit la différence entre l'Afrique et les pays de l'Asie, c'est que en Afrique, il y a des micro-États post-coloniales. Et vous m'entendez? Oui, oui, Voilà. oui. Post-colonial. Et puisque vous êtes quelqu'un qui est un fin connaisseur de l'Afrique et notamment du Maghreb, vous constatez comme quoi au sud du Maroc, il y a un conflit depuis un certain temps par rapport au Sahara occidental. Comment vous voyez-vous cette guerre qui est imposée sur le royaume du Maroc par rapport à un terre qui lui appartient depuis toujours? Moi, j'y vois une preuve d'agressivité, je crois, de la part des certains éléments sahraouis, dans le temps poussé par l'Algérie pour des raisons dépassées maintenant. Le Maroc a pris une position vraiment sage et pacifique, à savoir traiter le problème par l'ONU et proposer un référendum, mais l'autre partie n'est pas prête et a peur de perdre, et c'est dommage que l'autre partie hésite et tergiverse, mais je crois que la politique d'ouverture et de solution diplomatique pacifique grâce à l'ONU et aux forces de l'ONU, prônée par le roi, est une solution sage et responsable. Et j'inviterai tous les parties prenantes de s'en inspirer pour y mettre fin pour le bien de l'Afrique. Parce que cette région, il y a une région riche parce que c'est pas loin de l'océan Atlantique. C'est des richesses de poissons et de produits de mer énormes. Et si vous avez la stabilité et la paix, vous pourriez profiter de cette situation pour enrichir toute la région. Et voilà. Et je formule mon souhait et désir que la solution puisse trouver grâce à l'ONU et à la sagesse du roi. Professeur, une toute dernière question qui est très importante à mes yeux et qui peut avoir un message fort adressé par un homme d'origine de l'Asie-Pacifique. Quel message de paix vous pouvez annoncer au massacre de la minorité musulmane, hein, je parle, la minorité musulmane, qui n'est pas loin aussi, hein, donc c'est dans les frontières Bangladesh. Cette minorité qui souffre, et qui souffre énormément, quel rôle peuvent jouer les pays de l'Asie-Pacifique pour arrêter ce massacre? D'abord, je tiens, en tant que scientifique, à apporter une précision qui s'impose. Oui. Cette communauté n'est pas birmane de nationalité. Ah.
cette communauté est venue sous l'occupation britannique de l'Union indienne, de l'Inde, de l'Inde, actuellement, de la partie est de l'Inde, qui est le Bangladesh. Et cette communauté a toujours soutenu les Britanniques contre l'indépendance de la Birmanie. Donc l'histoire est lourde. Cette communauté, par rapport à la Birmanie, c'est comme les acquis par rapport à l'Algérie et à la France. Ça, c'est une précision à apporter. Deuxièmement, il y a en Birmanie des gens qui veulent la paix avec cette communauté, mais pas à n'importe quel prix, parce que cette communauté n'est pas considérée comme citoyenne de la Birmanie. Seulement, il y a des extrémistes des deux côtés, du côté des Rohingyas qui veulent pratiquer la violence, et également du côté des extrémistes birmans. Ils ne sont pas bouddhistes du tout, ces extrémistes-là. Ils profitent du bouddhisme pour dire, oui, nous, on veut faire partir cette communauté musulmane. Parce Mais que là, professeur, les bouddhistes ne suivent pas ça. Les bouddhistes condamnent ces extrémistes-là. Justement, Ok. justement, Et professeur, voilà, justement, c'est la question principale, si vous le permettez. Est-ce que il y a une guerre de religion entre les bouddhistes et les musulmans sur la région? Non, loin de là. Loin de là. Il y a des extrémistes, c'est comme ici en France ou en Europe. Il y a les intégristes ou les islamistes violents qui sèment la terreur. Ils ne sont pas pour nous, nous Français, donc moi en particulier, ils ne sont pas musulmans. Ils sont des terroristes. Vous Mais comprenez? la question qui se pose, Donc, en Birmanie, je crois que tout le monde veut la paix et l'Asie du Sud-Est aussi soutient le mouvement de la paix parce qu'en Asie du Sud-Est, il y a beaucoup de musulmans aussi, à savoir la Malaisie, l'Indonésie, qui sont des pays musulmans importants, même les plus importants, c'est-à-dire l'Indonésie. Donc, l'Indonésie et la Malaisie souhaitent discuter du problème avec les Birmanies pour y trouver une solution pacifique pour mettre fin à ce drame-là. Parce que, en tant qu'originaire de cette région-là, nous, on condamne toute forme de violence et de ségrégation et de maltraitance. Et on souhaite qu'une solution pacifique parvienne rapidement à ramener ces pauvres gens-là là où ils veulent vivre. Une partie en Birmanie, une partie va retourner en Bangladesh, le pays d'origine. Une partie a déjà émigré en Malaisie et en Indonésie. Mais il faut arrêter la guerre, il faut arrêter la violence et arrêter les intégristes soi-disant bouddhistes. Ils ne sont pas bouddhistes. Vous m'avez compris. bien entendu, Parce que les bouddhistes, ils sont avec vous, les bouddhistes. Vous savez, il n'y a plus de plus pacifique et de plus paisible que les bouddhistes, comme vous connaissez. Malheureusement, la confusion et les images qu'on reçoit par rapport à des exactions et par rapport à des violences, donc contre les enfants, Et c'est contre pour les ça femmes. que je tiens à préciser ce point-là. Parce que moi, je suis ami de Madame Aung San Suu Kyi, qui est à la tête de la Birmanie. Elle a obtenu le prix Nobel pour la paix. Elle est toujours à la tête du mouvement pour la démocratie. Est-ce qu'elle peut faire quelque chose pour arrêter ces violences, cette femme-là? Si, elle essaie de son mieux. Elle essaie de tout son mieux. Mais il y a l'armée. C'est ça, mais l'armée... la question, elle est là. La question, elle est là, donc. Donc, c'est l'armée qui exerce ce pouvoir. Exactement. Eh oui. Non, mais elle joue un rôle important aussi, mais seulement c'est l'armée. Et vous savez que l'armée, la junte militaire, depuis 50 ans, domine la vie en Birmanie. Donc,
Madame Aung San Suu Kyi, elle est à la tête de l'État seulement depuis 3 ans. Donc, elle ne tient pas tous les rênes de pouvoir. Et elle doit composer avec l'armée. Mais c'est une femme très intelligente et pacifique, quoi qu'on dise. Merci, Et je merci. sais qu'elle aura trouvé le dernier mot pour rappeler à l'armée que la paix est le premier devoir. Merci, Et la professeur. paix Merci, est le... merci, professeur. Voilà. Merci, professeur, pour cet éclairage qui est large et varié. Hein. Il faut dire les choses telles qu'elles sont parce que il faut évoquer l'ensemble de ce dossier avec le plus et le moins. C'est notre objectif d'éclairage. C'est aussi le décryptage qui se fait par des scientifiques comme vous. C'est ce qu'on appelle un équilibre dans le message. Nous souhaitons que tout le monde puisse comprendre ce qui se passe, mais à travers des gens qui connaissent le terrain et qui savent la réalité de ce terrain. Professeur, je tiens à vous remercier personnellement au nom de l'émission Arc-en-Ciel et un grand bonjour à l'ensemble de la communauté vietnamienne et de l'Asie Pacifique. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Oui, je vous en prie. En tant que conseiller de la rédaction de la revue Francophonie Actualité, j'ai programmé l'apparition bientôt dans notre revue d'une série d'articles sur les relations anciennes d'un siècle et très, très intimes et riches d'expérience entre les Marocains et les Vietnamiens. Eh ben, Les Marocains qui ont épousé des Vietnamiennes oui. et des Marocains qui sont partis au Vietnam participer à la lutte pour l'indépendance du Vietnam. Ok, c'est une Et bonne là, nouvelle. je tiens à vous apporter cette nouvelle-là en l'honneur de votre pays d'origine, le Maroc, que j'adore, que je connais bien. Voilà, et merci à tout le monde et bon dimanche aux auditeurs de France et d'ailleurs qui parlent français. Merci, professeur. À très bientôt et bonne continuation. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive. Arc-en-ciel au cœur du Maroc.